Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'une classe d'actifs à part dans le monde des marchés. Une classe d'actifs qu'on appelle la litigation finance, le financement de contentieux, qui mérite effectivement ce quart d'heure thématique. C'est la deuxième fois seulement que j'en parle en 5 ans, je crois, avec les équipes d'Iveo Capital Partners, il faut le dire, et Paul de Servigny qui est à mes côtés, qui est gérant de fonds litigation finance chez Iveo. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, parce que Iveo Capital Partners développe depuis 10 ans maintenant des stratégies et des fonds dédiés à la litigation finance, au financement de contentieux. Il faut juste nous expliquer un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qui caractérise cette classe d'actifs. Je la traite comme une classe d'actifs, mais une classe d'actifs à part. C'est le titre de l'interview, Paul. Totalement, je pense que c'est une bonne manière de commencer. Effectivement, une classe d'actifs à part, alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelque chose qui est né en Australie il y a maintenant plus de 30 ans, avec une inspiration et des racines très anglo-saxonnes. L'idée de financer un contentieux, c'est un côté très anglo-saxon. Très concrètement, qu'est-ce que c'est déjà le financement de contentieux? C'est le fait de financer une personne morale, une association, un groupement de personnes pour mener un contentieux. Financer ces personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer tous les frais liés à ce contentieux, frais d'avocat, experts, tribunaux, autres, en échange d'un droit économique sur le résultat final. Ouais. Comme ça, quand on le présente, effectivement, ça connote très anglo-saxon. Ouais. Heureusement, il y a des opportunités en Europe. Ouais. Comment vous... alors, vous en êtes au 3e, 4e millésime, c'est ça que vous levez en ce moment, Paul? 3e terminé, 4e en cours de lancement. Bientôt la levée. Comment on adresse, pardon pour mon mauvais français, mais comment on aborde cette classe d'actifs? Comment ça fonctionne? Comment on monte un fonds, justement, de financement de contentieux, Paul? Alors, il y a déjà le commencement du commencement, c'est qu'il faut avoir des contentieux. Ouais. Ces contentieux, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de cabinets d'avocats, en grande majorité, parfois de cofinanceurs, un peu dans la même logique que du private equity, d'autres acteurs de l'industrie qui aussi regardent des contentieux, et ensuite il faut les analyser. Donc avoir une équipe interne qui est capable de faire le filtre, les bons contentieux des mauvais. Qu'est-ce que c'est un bon contentieux? Très clairement, c'est un contentieux déjà qui va gagner des dommages et intérêts qui justifient un financement, puisque bien entendu c'est un financement très coûteux, puisque tout le risque est pris par le financeur et plus par le plaignant. Une fois que vous avez identifié ces contentieux de qualité, il faut les mener à bien. Alors, il n'y a aucun contrôle, bien entendu, du financeur, on reste un tiers, mais il faut les suivre, et les suivre jusqu'au bout, puisque ça veut dire suivre un budget jusqu'à ce qu'il soit dépensé dans son entièreté, si besoin, et après partager les gains entre les parties, puisque c'est comme ça que le financeur récupère non seulement sa mise, mais également un rendement, et qu'il permet aux investisseurs d'être... attirés, en tout cas, intéressés au fonctionnement de la stratégie. Exactement. J'imagine que les horizons de temps sont très variables d'un contentieux à l'autre. Totalement. Ouais, c'est ça. Totalement. Alors là-dessus, justement, c'est là où tout l'intérêt d'un portefeuille existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les fonds qu'on lève, le dernier fonds qui a été levé est un fonds de 110 millions d'euros, qui, dans notre industrie, reste un fonds, je dirais, mid-cap, les plus gros acteurs étant des acteurs qui gèrent plusieurs milliards, mais il n'y en a que quelques-uns. Donc, on se considère comme un peu mid-cap. Voilà. Des fonds de 110 millions, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près 50 contentieux différents, analysés et financés. Et avant ça, il faut savoir qu'il y a un filtre d'à peu près 1 sur 10 qui passe le cut, comme on dirait. Vos critères. Exactement. Donc, on reçoit beaucoup de contentieux, on en regarde beaucoup, et après, on décide avec notre comité d'investissement lesquels vont... Mais l'idée, c'est d'avoir un portefeuille assez diversifié, c'est ça, d'une certaine manière, le plus possible. Le plus possible, ça va permettre de mélanger les contentieux en fonction des juridictions européennes. Nous, c'est un gros point de focus. On veut vraiment investir beaucoup en Europe continentale, mais également, il y a des très beaux contentieux, bien entendu, en Angleterre, aux États-Unis et partout dans le monde. Ensuite, effectivement, la durée. Est-ce qu'on arrive en cours de route? Est-ce qu'on arrive au tout début? Le contentieux est juste une idée et il faut vraiment partir de zéro et tout construire ensemble avec les plaignants et leurs équipes d'avocats? Ou est-ce qu'on arrive à la toute fin? Il faut aller exécuter, on a une belle décision, mais il faut encore faire le dernier pas. Et là, encore, un financeur peut avoir son rôle à jouer. Quels sont les contentieux qui vous intéressent? Comment vous avez analysé cet univers? Quels sont les critères que vous vous êtes fixés? Et quels sont les dossiers que vous aimez bien? Et à l'inverse, les dossiers que vous excluez peut-être de votre univers d'investissement? Très bonne question. Alors effectivement, historiquement, on s'était concentré, comme tout le monde, sur le monde anglo-saxon. Donc
des contentieux américains, anglais, surtout des contentieux qu'on appelle nous B2B, deux sociétés qui s'opposent sur un contrat ou un accord. Voilà, elles ne sont pas d'accord, elles vont en contentieux. Maintenant, ce qu'on voit et ce qu'on a beaucoup vu avec notre 3e millésime, c'est que déjà, on peut s'intéresser à l'Europe. Il est près de 80% investi en Europe continentale. Et en Europe continentale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des actions indemnitaires. Donc ça, c'est une catégorie assez large dans laquelle on met notamment toutes ces procédures qui font suite à une décision d'une autorité nationale ou européenne. Par exemple, un cartel, donc une entente sur les prix ou une entente ou un abus de position dominante de la part de certaines sociétés, condamné par une autorité de la concurrence. Derrière, grâce à une directive européenne qui est la directive dommages, vous pouvez, en tant que société lésée, ou personne lésée d'ailleurs, obtenir des dédommagements. Un exemple très concret, en Espagne par exemple, le cartel du lait. Donc là, c'est les sociétés acheteuses de lait qui ont été condamnées pour une entente sur les prix et un partage du marché par l'autorité de la concurrence espagnole. Derrière, l'amende qui était de plus de 80 millions d'euros ne vient pas indemniser les producteurs laitiers. Il faut mener une procédure. Et nous, c'est une de ces procédures-là que l'on finance en regroupant plus de 700 producteurs laitiers qui vont devant les tribunaux espagnols chercher à obtenir le dommage subi. Il y a d'autres catégories ou segments de contentieux, de marché de contentieux qui vous intéressent, Paul ? Totalement. Alors nous, il y a plusieurs segments. Si on suit un peu cette même ligne des autorités condamnent et nous, on suit. Il y a notamment tout le domaine de la RGPD, de la protection des données. Là, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de ne pas respecter la RGPD, donc d'utiliser nos données sans nous informer, sans respecter les lois européennes. Il y a également tous les sujets de data breach, suite à des cyberattaques ou autres. Les fuites de données. Les fuites de données, exactement, pardon. Où les sociétés doivent informer non seulement leurs utilisateurs sur ce qui est parti ou a disparu et quelles mesures elles prennent. Et là, vous avez des gros contentieux qui regroupent du coup plus des consommateurs que des sociétés et du coup qui doivent se regrouper dans des associations ou dans des formats. C'est très intéressant parce que plus on regarde l'Europe, plus il y a des formats différents. C'est pas la même chose de mener un contentieux de masse aux Pays-Bas qu'un contentieux de masse en Allemagne. Et on verra ce que donne la France, puisque la France est un peu dans une autre dynamique concernant le contentieux de masse. Bon, est-ce qu'il y a des contentieux, des profils de dossiers que vous excluez d'office ? Je sais pas, en raison de l'activité des entreprises, du secteur, etc., ou de la difficulté peut-être du contentieux, tout simplement. Alors nos derniers fonds, et le fonds qu'on va lancer actuellement, il est article 8 SFDR, donc il y a déjà certaines exclusions effectivement qu'on se fixe pour des typologies de boîtes, bien entendu des pays, parce qu'on est une société de gestion régulée par l'AMF, et après certains domaines. On est toujours côté plaignant à date. On n'a pas encore percé le mystère du financement côté défendeur. Mais ça existe. C'est possible, mais c'est pas encore fait. Et après, effectivement, en termes de typologie, il y a forcément une préférence aussi des spécialités en fonction de ce qui a bien marché pour nous par le passé et ce qui a moins bien marché pour nous par le passé. Il y a des typologies de dossiers très binaires, par exemple des dossiers où vraiment vous devez être convaincu par la stratégie et vous ne le saurez qu'à la toute fin. Ça, en termes d'analyse d'investissement et de mesure du risque, c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors, vous pouvez être très bien rémunéré pour ce risque, mais est-ce que ça vaut le coup ? Un exemple, par exemple, c'est la propriété intellectuelle aux États-Unis. C'est des dossiers sur le papier très attirants, beaucoup de frais à financer et des royalties, donc des montants à récupérer en dommages et intérêts. Mais c'est casse-gueule. Mais c'est un peu risqué et c'est vraiment un monde de spécialistes. Et justement, là, comment on accède à l'expertise quand on est une société comme Ivo Capital Partners, alors qui travaille beaucoup sur la dette émergente. Moi, c'est comme ça que je connais Ivo Capital Partners, qui a cette niche d'expertise également. Comment vous accédez à l'expertise qui vous permet de sélectionner les dossiers ? Alors, j'imagine que vous avez peut-être des connaissances ou une formation juridique, Paul, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des partenaires ? Est-ce que vous travaillez aussi avec des gens de l'extérieur pour acquérir cette expertise sur les dossiers que vous analysez et que vous sourcez? Alors historiquement, effectivement, l'idée est venue de l'extérieur. C'est des avocats américains à l'époque qui avaient présenté aux associés d'Iveo leur premier cas à financer. Ils ont trouvé la structure très intéressante, le retour sur investissement également très intéressant et la diversification très intéressante. Aujourd'hui, cela paye puisqu'on en est à notre 3e millésime déployé à 100% et on va prochainement lancer le 4e. Après, effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut continuer à le faire. Donc, en interne, on est une équipe avec principalement des profils juridiques. On a également des personnes qui viennent du monde de l'évaluation de préjudice, parce qu'il faut savoir évaluer le préjudice et aussi challenger, remettre en question les méthodologies qu'on nous présente pour arriver au chiffre qui nous paraît le plus réaliste. On s'aide forcément de l'extérieur, c'est-à-dire pour chaque cas, on fait une due diligence, donc une analyse très poussée avec des cabinets d'avocats externes
qui vont nous aider, puisqu'on n'a pas le savoir pur et on ne peut pas dire qu'on est aussi bon en RGPD aux Pays-Bas qu'en droit de la concurrence en Espagne, mais pourtant on fait les deux. Et mis tout ça bout à bout, en plus de l'expérience acquise, on arrive à constituer des beaux portefeuilles aujourd'hui. En termes de classe d'actifs, justement, à qui s'adresse ce genre de fonds? Qui sont les clients de ces millésimes chez Iveo Capital Partners? Et à quoi ça sert dans un portefeuille global? On évoque le sujet de la décorrélation. C'est vraiment pour ça que les clients viennent chercher ce genre de stratégie, Paul. Totalement. C'est vraiment, alors pour nous, les principaux critères, c'est effectivement cette décorrélation au marché et même décorrélation au sein même du portefeuille. Ah oui, c'est ça. Puisque même entre eux, les contentieux peuvent être dans des mêmes juridictions, mais finalement ont tous des vies totalement différentes et des enjeux totalement différents. Et d'ailleurs, souvent des défendeurs également très différents. Donc, une décorrélation assez incroyable de mon avis. Après, une asymétrie aussi très intéressante, puisque pour une classe d'actifs non cotés, avoir ce manque de lien entre combien vous financez et sur quoi vous êtes exposé, des dommages et intérêts qui n'ont rien à voir avec le montant financé. C'est pas parce que vous avez un plus gros budget que vous avez des plus gros dommages et intérêts, c'est pas forcément lié. Et nous, on récupère un pourcentage en général de ces dommages et intérêts. Donc là, cette asymétrie-là, c'est le deuxième gros argument. Et après, chez Iveo, nous, depuis le début, c'est l'utilisation de l'assurance. C'est un marché où les assureurs ont toujours été intéressés. Ils regardent, ils couvrent beaucoup de ces risques-là, les risques juridiques, c'est quelque chose de tous les jours. Et en plus, ils acceptent de couvrir une forme de risque également chez nous, ce qui permet de donner une certaine visibilité à l'investisseur, ce qui a permis d'ailleurs chez Iveo de continuer à lever de l'argent auprès d'une clientèle du coup qui a évolué. Initialement très family office et un peu instit. Dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt très instit et un peu family office. Et maintenant, on ouvre encore plus, grâce notamment au format disponible, SLP, notamment française, qui s'ouvre aux investisseurs avertis qui peuvent y accéder. Et on voit du coup un appétit grandissant chez les multi-family office et aussi les conseillers en gestion de patrimoine qui créent des poches de non-cotés et qui veulent finalement loger quelque chose de plus à côté, une fois qu'ils ont fait le private equity, la private debt et autres. On est très content d'être dans la poche autre et on pense qu'effectivement, dans un portefeuille, ça a toute sa logique et ça ne peut que donner des bonnes surprises pour les investisseurs. Merci beaucoup, Paul. Merci de nous éclairer sur cette classe d'actifs à part, Litigation Finance ou le financement de contentieux. Paul de Servigny, gérant Litigation Finance chez Iveo Capital Partners, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.